Le Nyasaland, petite colonie britannique agricole, proclame son indépendance et devient le Malawi. Son premier président, Hastings Banda, généralise la culture du maïs, jugée plus moderne, en lieu et place des cultures traditionnelles du manioc, du mil et du sorgho. Il crée Admark, une société d'État chargée d'acheter et stocker le maïs, ainsi que de fournir les semences et engrais nécessaires à ces cultures. Les paysans deviennent totalement dépendants d'un système agricole étatisé, contrôlé par le président. C'est Banda qui a introduit le maïs et qui a fait en fait une monoculture du maïs pour accroître la dépendance des gens. C'est un moyen de contrôle politique de la population. Pour le paysan, la fin de l'époque Banda, ça a été la fin de la sécurité sociale à la limite, ou de la sécurité alimentaire, puisque d'un côté, il n'avait pas plus de perspectives de marché, et de l'autre côté, on ne lui assurait plus effectivement les débouchés pour son maïs d'un côté et l'approvisionnement à bas prix de l'autre côté. « 36 ans plus tard, les Malawites, dans leur immense majorité, tirent leur subsistance du maïs. Le président Muluzi est le nouveau président du pays. Il est arrivé au pouvoir en 1994, après que les autorités religieuses aient forcé le dictateur Banda à se retirer. Muluzi essaye aujourd'hui d'acheter un à un tous les députés pour pouvoir changer la constitution et se faire réélire pour une troisième fois. Il a besoin de beaucoup d'argent. Pour la deuxième année consécutive, les pluies manquent en Afrique australe au moment où elles sont les plus cruciales. Dans de nombreux villages, le maïs a brûlé sur pied et la récolte s'annonce dérisoire. Les villageois en sont réduits à se nourrir de plantes sauvages et à piler racines et noyaux de fruits. Les premiers touchés par l'absence de nourriture sont les enfants. Malawi needs 700,000 tons of food, and it needs it now. Hunger and disease have sapped all the strength from little Johannes Bosco, and in the bed next to him, Dude Machabo watches over his 2-year-old son, Aaron, who's been unconscious for 9 days. Feeding centers are trying to cope in the face of the worst food shortages in Malawi for nearly 50 years. But has the Malawian government mishandled its response to this crisis? The few shipments which are getting through aren't enough. But the Malawian government used to store around 160,000 tons of grain in these silos to cope with such food shortages. But the stores are now empty and deserted, the grain having been sold off by the authorities last year, prompting allegations of corruption and mismanagement. The Malawian government is now under pressure to explain where the money went. Everywhere I've traveled through Malawi, I've come across field after field of dead maize, and this at the time of the main harvest. Raggy Omar, BBC News, Malawi. C'est le petit bureau anglais de l'organisation humanitaire Action contre la faim qui supervise l'Afrique australe. Jean-Michel Grand revient d'une mission au Malawi
et doit convaincre toute l'équipe londonienne du bien fondé d'un programme d'urgence pour le Malawi. Un certain nombre de personnes sont dans une situation désespérée. Ici, à Salima, le taux de malnutrition aiguë est très élevé. Il atteindrait les 19%. D'après toi, quelle proportion va prendre la crise? Le programme alimentaire mondial parle d'au moins 2 millions de personnes qui vont rencontrer de grosses difficultés dans les mois à venir. Particulièrement fin 2002, début 2003. Nous avons l'occasion de mener une action très en amont. Normalement, nous réagissons quand la crise est là. Mais ici, au Malawi, nous avons la possibilité d'anticiper. Je propose d'intervenir le plus tôt possible pour réduire le risque de malnutrition. Je pense que nous devons recruter d'ici à un mois, disons plus de 8 expatriés. Et combien de nutritionnistes? Au moins dans l'immédiat pour former le personnel. Si nous voulons avoir une approche nationale en matière de détection, en matière de formation et dans la partie opérationnelle, cela correspond à 5 nutritionnistes. 5 nutritionnistes? Tu connais notre charge de travail? On démarre un programme en Afghanistan et on cherche un nutritionniste pour le Tadjikistan. Les États-Unis ont des stocks importants de maïs OGM invendus. Le Malawi a besoin de maïs et n'a pas les moyens d'être trop regardant, OGM ou pas. Les Américains débloquent 100 000 tonnes d'aide gratuite pour le Malawi et engrangent une commande de 120 000 tonnes payantes. Quel est le point de vue de l'agence fédérale USAID qui gère l'aide alimentaire? Toute la nourriture que nous fournissons à l'Afrique australe est produite et conditionnée aux États-Unis. USAID a débloqué près de 500 000 tonnes d'aide. La plus grande partie de cette aide passe par le PAM, notre principal partenaire. Nous avons commencé les achats et le transport vers l'Afrique avant même que le PAM ait formalisé son appel de fonds. Nos céréales sont arrivées quelques semaines après le démarrage du programme. C'est une première. Normalement, les céréales arrivent plusieurs mois après que l'appel de fonds ait été lancé. Le problème du maïs OGM a été une contrainte que nous n'avions pas anticipée. Initialement, nous n'en avons pas fait mention, tout simplement parce que nous ne considérions pas que ce maïs était différent de celui que nous fournissions jusque-là. Nous avons fait tout notre possible pour arriver à un accord avec les différents pays. Notre objectif premier est de répondre aux besoins humanitaires, même si nous ne sommes pas forcément d'accord avec les décisions des gouvernements concernés. Pour autant, nous ne laisserons pas ce problème devenir un frein à la distribution de notre aide humanitaire. C'est depuis Johannesburg que le PAM, Programme alimentaire mondial, agence des Nations Unies, coordonne la plus grande opération de distribution alimentaire qu'ait jamais connue l'Afrique australe. Judith Lewis démarche depuis un an tous les pays développés pour obtenir nourriture, moyens logistiques et financiers. Au XXIe siècle, je ne connais aucun gouvernement qui ait envie de laisser des gens mourir de faim. Aussi, nous assistons à une mobilisation exemplaire, puisque nous avons plus de 40 donateurs, parmi lesquels des gouvernements, mais aussi des fonds privés. Le Programme alimentaire mondial a ouvert depuis juillet 2002 3 entrepôts au Malawi pour réceptionner un peu plus de 200 000 tonnes d'aide alimentaire, principalement du maïs en provenance des États-Unis, d'Afrique du Sud et de Tanzanie. Les opérations de distribution vont crescendo depuis juillet. En février-mars, les mois les plus critiques, 3,6 millions de Malawites vont recevoir de l'aide, soit un tiers de la population. Pour tous les Malawites, il faut encore tenir 2 mois avant la nouvelle récolte en avril, à la fin de la saison des pluies. Le PAM a réquisitionné une grande partie des camions disponibles dans le pays, auxquels s'ajoute une donation de camions de la Croix-Rouge norvégienne. Selon les districts, de 10 à 45% de la population bénéficie de distribution alimentaire. Le calcul des besoins prend en compte dans chaque région la pauvreté, les résultats de la dernière récolte, les difficultés d'accès à la nourriture, ainsi que le nombre d'orphelins et de malades du sida.
Comme tous les Malawites, Peter Kaota cultive le maïs. Lui et ses parents attendent avec impatience que les épis soient mûrs. Cela fait des mois qu'il ne leur reste plus rien de la récolte de l'année dernière, qui, faute de pluie et d'engrais, ne leur a donné que le 10e d'une récolte normale. Autrefois, le sol était fertile. Il suffisait d'un peu de fumier ou d'engrais pour faire une bonne récolte. Aujourd'hui, le sol donne de moins en moins. Cette année, la récolte s'annonce un peu meilleure. Mais sans engrais et sans fumier, le champ ne va pas produire tant que ça. À 9, on va avoir assez pour 3 ou 4 mois. Qu'est-ce qu'on va faire les 8 ou 9 autres mois? Tous les jours, on a 9 bouches à nourrir. 4 des enfants sont des orphelins laissés par ma sœur aînée, qui est morte l'année dernière. Les parents des 2 autres sont partis chercher du travail dans la région de Kasungu, plus au nord. Comme ils n'avaient pas de quoi les nourrir, ils nous les ont laissés. Pour obtenir un peu d'argent ou de nourriture, Peter aide un voisin à préparer les feuilles de tabac pour le séchage. Peter, lui, n'a pas assez d'argent pour cultiver le tabac. Il n'a plus les moyens d'acheter l'engrais nécessaire, celui-ci n'étant plus subventionné comme du temps de Banda. Le maïs est une plante fragile qui demande une terre riche et des pluies régulières, pas trop fortes. Malheureusement, les pluies africaines, violentes, ont souvent tendance à noyer les jeunes pousses et surtout appauvrissent les sols par une érosion excessive. La monoculture du maïs semble devenue un piège qui étrangle les paysans. Aujourd'hui, pour Peter, c'est le jour de la distribution alimentaire. L'organisation non gouvernementale CARE fait partie du consortium d'ONG qui distribue l'aide alimentaire du PAM. CARE a la responsabilité de la région centre du Malawi, à proximité de la capitale, Lilongwe. Mohamed, Bangladeshi, et Francis, Malawite, sont en charge de la distribution sur le district de Lilongwe Est. Aujourd'hui, ils se rendent au village de Namulera. La veille, le camion du PAM a dérapé sur la piste humide et s'est retourné dans le fossé, 10 km avant le point de distribution. Il a été gardé toute la nuit. Près de 3000 personnes sont massées sur le bord de la route. On dit que la distribution sera peut-être supprimée. La plupart des gens ont fait entre 10 et 15 km pour venir ici. Donnez-nous 20 personnes, j'ai besoin de 20 personnes pour organiser la distribution. Les Malawites sont sages et disciplinés. Plus de 30 ans de dictature, ça marque. Ils n'en sont pas moins impatients. L'équipe de CARE a l'idée de faire chanter les femmes.
Sur les 114 villages dont je m'occupe, on souffre de la faim presque partout. Les villageois qui ne reçoivent rien viennent me voir et me disent que je suis partisan. Mais moi, je fais de mon mieux pour appliquer les règles qu'on m'a données. Dans mon village, par exemple, il y a 34 familles en tout. Mais seulement 4 reçoivent l'aide et ils doivent la partager avec les autres familles. Vous voyez, 4 familles. La nourriture ne dure pas très longtemps. Le père de Peter est handicapé. Il a beaucoup d'enfants à charge. Sa famille est vulnérable. Chaque bénéficiaire reçoit 2 kg de mélange maïs-soja et un sac de farine de 50 kg. Le PAM a pris soin de faire moudre le maïs américain pour éviter toute tentation de plantation d'un maïs qui pourrait être OGM. Pour Peter, comme pour les autres, il reste à ramener le sac de 50 kg à la maison en parcourant 10 à 15 km. Certaines familles répartissent les 50 kg en plusieurs sacs. La piste devient une interminable caravane humaine chargée de sacs et de maïs. Nous n'avons aucune réserve. Nous dépendons complètement de l'aide alimentaire. Le sac d'aide dure généralement 20 jours. Quand le sac est terminé, pour les 10 derniers jours, on cherche des solutions. On se procure un peu de manioc, parfois rien du tout. On essaie de faire au moins un repas par jour. Parfois, des voisins nous donnent un peu de nourriture. Mais c'est jamais beaucoup, car eux aussi ont leur famille et leurs enfants à nourrir. Autrefois, on avait des chèvres, mais durant la grande famine de l'année dernière, on a dû les vendre pour acheter du manioc. La farine de maïs cuite, trempée dans une sauce aux feuilles sauvages, est un repas pauvre en protéines et en lipides. Les Malawites ont perdu le goût et l'art de cuisiner le manioc, le sorgho et le mil, pourtant plus riches en protéines. Et ils n'ont plus les moyens de manger viande ou poisson. Aujourd'hui, 60% de la population souffre de carences alimentaires et de dénutrition chronique. Justin Tshembe et sa famille ont vu leur vie se transformer lorsqu'ils ont accepté de participer à un projet pilote mis en place par l'Union européenne. L'eau est présente partout au Malawi. Leur pompe leur permet d'irriguer en toute saison une surface suffisante pour les nourrir, et grâce à la vente des surplus, ils peuvent acheter de l'engrais. Nous faisons pousser des choux, des oignons, du maïs et des tomates. Tout ça grâce à la pompe. On vend la plus grande partie au marché, on en mange un peu aussi. La pompe coûte 30 €. On a remboursé en 2 fois grâce à la vente des légumes. 15 et 15. Depuis qu'elle pratique l'irrigation, la famille de Justin Tshembe a pu acquérir une charrette, des ânes pour la tirer, des tôles pour le toit et des montants métalliques pour les fenêtres. Ils ont même pu racheter leur champ à son propriétaire.
Lorsque les champs sont préparés pour l'irrigation, il faut 6 à 7 personnes pour tenir les fils bien tendus, pour aider à creuser un puits ou l'élargir, pour les travaux de tous ordres. Ainsi, à plusieurs, ils peuvent s'entraider. Un agriculteur seul ne produit pas forcément suffisamment pour approvisionner un marché, une école ou tout autre endroit où il souhaite vendre ses légumes. Aussi, en faisant se regrouper les agriculteurs dans un club, ça marche mieux. Nous avons dû refuser beaucoup de volontaires à cause du nombre réduit de techniciens qui assistent les agriculteurs. Nous avons fait des réunions où 100 personnes sont venues voir ce que les 7 agriculteurs étaient capables de faire avec une pompe. Ils se pressaient avec de l'argent à la main, prêts à payer la compte pour l'acquisition d'une pompe. Pour tout le programme, nous sommes limités à environ 1800 agriculteurs qui sont assistés de 8 techniciens. Nous espérons que nos agriculteurs serviront de modèle et permettront à d'autres agriculteurs de suivre leur exemple. Les 1800 pompes mises en place ont pu nourrir en un an 70 000 personnes. Les paysans d'un club peuvent se regrouper et louer un véhicule pour la journée, partir à Lilongwe acheter de l'engrais, voire y vendre leur production. La famine au Malawi n'est certainement pas une fatalité. C'est ce que pense la délégation de l'Union européenne à Lilongwe, qui insiste sur l'urgence de créer des activités rémunératrices en complément de l'aide alimentaire. Il n'y a jamais de pays qui soit dans sa totalité dans une situation de pénurie. À l'intérieur même du pays, il y a des zones de surplus et des zones de pénurie. Dans la région australe, vous avez des zones de surplus et des zones de pénurie. Et si le total est équilibré, ou même positif, il n'y a pas lieu d'importer de la nourriture. On peut acheter en Afrique australe, on peut peut-être même acheter localement. Et ainsi, on encourage et on soutient les agriculteurs qui produisent pour le marché local. C'est une question de revenus pour ces agriculteurs. Ils ont besoin d'argent pour survivre, ils ont besoin d'un prix correct d'achat de leurs produits. L'aide est venue après, elle est venue en fait au moment où il y avait la récolte. Et donc elle est quelque part venue commencer à accroître les difficultés des paysans malawiens. La meilleure preuve, c'est qu'en mai 2002, les prix au niveau du producteur étaient à 5 kwacha. 5 kwacha, pour illustrer, c'est un quart du prix mondial du maïs. Avec le prix mondial, un producteur américain ou un producteur européen ne peut pas continuer à produire sans subvention. Donc avec un quart du prix mondial, on voudrait que le paysan malawien gagne sa vie et continue à produire plus de maïs. C'est quand même plus facile de provisionner, même pour quelqu'un qui a de l'argent et des commerçants, de venir de Tanzanie, ce qu'ils font traditionnellement, que de faire venir du maïs américain par bateau. Sauf que c'est la contrepartie peut-être à 100 000 tonnes d'aide alimentaire gratuite, donnée à travers les canaux du PAM par les États-Unis. Si vous additionnez la somme déboursée par la communauté internationale pour l'aide d'urgence au montant déboursé par le gouvernement du Malawi pour importer de la nourriture, vous arrivez à un coût d'environ 250 millions de dollars américains pour une année. Et il ne s'agit pas là d'une dépense productive. En comparaison, l'achat de 300 000 pompes à eau, qui coûterait, selon les estimations, environ 23 millions de dollars américains sur 2 ou 3 ans, permettrait de produire plus de nourriture. En tout cas, suffisamment pour nourrir toute la population. Si l'idée des pompes à eau n'est pas si nouvelle ni incongrue, pourquoi ne pas l'avoir eue avant? Le ministre de l'Agriculture, présidentiable, ne répondra pas à cette question. À Passamkwa, dans la région de Nami-Tete, on n'a jamais entendu parler de projet d'irrigation. Phonias et sa femme font un tour de leur champ à la recherche de maigres épis. Cette année, j'ai planté 3 fois. Les 2 premières fois, le maïs est mort. Il pleut, on plante le maïs, ensuite les pluies s'arrêtent et le maïs sèche. La 3e fois était bonne, mais le résultat est derrière. Je n'ai pas d'argent pour acheter de l'engrais. Avant, on pouvait avoir un crédit, ils nous donnaient les engrais et on payait après la récolte. Depuis 3 ans, c'est plus possible. Comme je n'ai pas d'engrais, ma récolte est minuscule.
Je ne sais pas ce que je vais faire. Je n'ai pas de quoi nourrir ma famille. Je suis dans un sacré pétrin. Après 3 récoltes sans engrais, la terre de Phonias s'est dangereusement appauvrie. La monoculture du maïs est ici une aberration. Même avec la pluie, le sol donne peu. Phonias envoie sa fille travailler au champ chez un oncle qui la nourrit. Il lui reste tout de même 5 bouches à nourrir. Le tabac ne donne pas bien. Il faudrait de l'engrais. On a planté des patates douces en novembre, mais il a tellement plu le jour après la plantation que les pousses ont été emportées par la pluie. Il ne reste plus rien. Voilà, qu'est-ce qu'on mange? Ces feuilles, on n'en trouve plus ici. On les a toutes mangées. On est souvent obligé de faire plusieurs kilomètres. On peut encore en trouver près d'autres villages. Alors, pour survivre, ils sont obligés de déterrer des racines de bananiers peu comestibles. C'est peut-être toxique, mais il n'y a rien d'autre. Alors on les fait cuire et on voit après. Les enfants ont faim. Il faut bien qu'ils aient quelque chose dans le ventre avant d'aller se coucher. Certains jours, on est si faible qu'on n'a même pas la force d'aller travailler au champ. On attend de trouver quelque chose à manger et on retourne travailler quelques jours plus tard. On a tout vendu. Les meubles, le vélo, les chèvres, pour acheter à manger. Et il ne reste plus rien. Les racines sont pilées avant d'être séchées au soleil et cuites. Aujourd'hui, pas de soleil. Phonias et sa famille n'auront pas grand-chose à se mettre sous la dent. La famille de Phonias n'est pas la seule dans cette situation. Au village, seules 7 familles sur 35 reçoivent de l'aide, alors que toutes en ont besoin. Le chef est allé se plaindre au bureau du district, mais sa requête est restée sans réponse. Le Chronicle est l'un des rares journaux indépendants du Malawi, sinon le seul. Robert Jamieson et sa femme en assurent la direction depuis 1993, malgré les menaces et intimidations presque quotidiennes des membres du parti politique du président Muluzi. Les gens sont tombés malades parce qu'ils déterraient des racines sans être sûrs qu'elles soient comestibles. Ils les séchaient, ils les pilaient, ils les mangeaient et les donnaient à manger à leurs enfants. Quand le vice-président a le premier révélé le cas de personnes mortes de faim, les leaders du pays ont refusé de reconnaître la situation. Et ça, c'était vraiment triste. Quand les gens ont enfin réalisé que les choses allaient vraiment mal, que les réserves de nourriture avaient diminué, que les gens ne pouvaient plus se permettre d'acheter du maïs, c'est là que le président a déclaré la situation de catastrophe nationale. Ça a pris beaucoup de temps pour faire venir de la nourriture. Et je suis persuadé que des gens savaient que nous allions être en manque, que nous n'avions pas assez de stock dans le pays pour passer cette période difficile. Un certain nombre d'individus sans scrupules au sein du gouvernement et au sein du parti au pouvoir avaient en fait acheté ce maïs. Nous avons des listes, nous pouvons le prouver. Et ils l'ont gardé jusqu'à ce que les prix montent. Et bien sûr, quand les prix ont quadruplé, personne ne pouvait plus l'acheter. Ils se sont donc retrouvés avec leur stock de maïs sur les bras. Oui, je suis persuadé qu'il y a eu un scandale. On pourrait même parler de conspiration autour de la situation alimentaire de ce pays. Pour justifier la vente des réserves, le président Muluzi en personne a accusé le FMI, le Fonds monétaire international, d'avoir forcé le gouvernement à vendre pour rembourser ses dettes. Nous sommes allés rendre visite au bureau du FMI à Lilongwe, dirigé par un économiste éthiopien.
Le bureau anticorruption du Malawi a enquêté sur la vente des réserves de céréales et leurs 2 rapports exonèrent le FMI. En particulier, le bureau anticorruption fait mention de dirigeants qui sont impliqués dans la décision et dans la vente même de l'intégralité des réserves. L'enquête a aussi permis de savoir à qui le maïs a été vendu. Un certain nombre d'acheteurs sont des membres du gouvernement. Vous pensez que ce maïs a été acheté à l'étranger avec de l'argent emprunté. C'est donc le Trésor public qui paie aujourd'hui les intérêts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous utilisez d'argent pour acheter ce maïs, moins vous avez d'argent à dépenser pour d'autres programmes importants comme le sida, ou l'éducation primaire, ou les subventions agricoles, par exemple les engrais. Une somme importante a été dépensée pour acheter le maïs, mais très peu d'argent a été obtenu de la vente. Le rapport dit même que certains des acquéreurs ne l'ont toujours pas payé à la date du rapport. Donc, ceux qui ont acheté à crédit n'ont pas payé quand il aurait fallu le faire. C'était une très mauvaise décision. Ils n'étaient pas obligés de tout vendre. Une règle avait été établie de conserver en permanence 60 000 tonnes, mais ils ne l'ont pas fait. À chaque fois qu'un gouvernement a la possibilité de se constituer une réserve stratégique, cela lui permet de mieux gérer la nourriture disponible dans le pays, et en particulier celle pour les plus vulnérables, les plus pauvres des pauvres. Au Malawi, nous ne sommes pas posé la question de savoir si vendre était une bonne ou une mauvaise décision. Le problème est de savoir pourquoi toute la réserve a été vendue, car cette vente a retiré tout filet de sécurité pour les plus démunis. Les pauvres n'avaient plus aucune solution pour obtenir de la nourriture, ils n'avaient pas les moyens d'en acheter, et cela a aggravé la crise considérablement. Je pense que ce n'est certainement pas notre rôle de critiquer les gouvernements. Je pense par contre qu'il nous incombe, en tant que bailleurs de fonds, de poser des questions et d'avoir des discussions franches sur tout ce qui menace la sécurité alimentaire d'un pays. Nous considérons que ça fait partie intégrante de notre mission, et j'ai d'ailleurs eu des échanges avec le gouvernement à ce sujet. Enfin, dans chaque pays, notre directeur local est toujours très impliqué dans les discussions qui touchent à ces aspects. À partir du moment où un transporteur a une flotte de plus de 20 camions, il y a un politicien derrière. S'il réussit à faire prendre en charge une marchandise ou une prestation par un bailleur de fonds, il va la surfacturer. On va surfacturer en dollars le stockage, par exemple. On va donner un prix en dollars par tonne transportée au kilomètre, alors que c'est illégal dans ce pays. Vous vous rendez compte, au Malawi, on paie plus pour le transport que pour les marchandises elles-mêmes. Donc il y a un réseau d'entreprises locales qui tirent parti de la terrible crise que traverse le pays. Entre janvier 2002 et février 2003, d'après nos estimations, entre 30 000 et 40 000 personnes ont perdu la vie par manque de nourriture. Parmi eux, de nombreux enfants, mais aussi des adultes, la plupart séropositifs, affaiblis par la malnutrition, proie facile de la tuberculose, la malaria ou encore le choléra. Le Malawi est le 12e pays le plus pauvre du monde, mais aussi le second pour l'écart entre les riches et les pauvres. À Lilongwe ou à Blantyre, la capitale économique, la petite élite politique et économique opulente vit avec tout le confort et les loisirs modernes, cachés dans des propriétés luxueuses, en toute sécurité derrière ses barbelés et portes électrifiées. Dans les dernières 36 heures, 8 nouveaux enfants ont été admis au centre de réhabilitation nutritionnelle
supervisée par Claire, infirmière nutritionniste d'Action contre la faim. Le corps du petit John est couvert d'œdème caractéristique d'une carence en protéines. Le petit David souffre de dénutrition aiguë de type marasmique. Son corps et sa tête sont couverts de plaies. Le petit Peter souffre de maladies chroniques et de malnutrition depuis 2 ans. Sa mère est malade, c'est son père qui s'occupe de lui. Lui et sa mère ont le sida. Harrison, lui, souffre de diarrhée et de vomissements. Son organisme, affaibli par la malnutrition, refuse toute nourriture. Nous les avions filmés pour suivre leur rétablissement. Quand nous sommes revenus la semaine suivante, seul John était encore en vie. David, Peter et Harrison sont morts durant le week-end. John va beaucoup mieux. Vous voyez, il n'a plus son œdème au visage ni au corps, il a bien dégonflé, sa jambe, son pied sont juste encore un peu gonflés. Il réagit très bien au traitement, et cela se voit sur sa courbe de poids. Excuse-moi, John. Vous voyez, il va nettement mieux. Et sa peau est restée saine, ce qui est bien. Il y a juste encore les jambes qui doivent s'améliorer. Quand il vient à Lilongwe, Muluzi préfère loger dans sa riche villa personnelle plutôt qu'au palais présidentiel. De cette manière, il peut la refacturer à un bon prix sur le budget de l'État. Au pied du mont Mulanje, s'étendent de superbes plantations de thé dont le propriétaire est un riche Anglais. Après le tabac, le thé est la seconde source de devises pour le Malawi. Nero est cueilleuse de thé. Pour chaque journée de cueillette à raison de 10 heures de travail, elle reçoit 80 centimes d'euros. Chimwemwe, le bébé de Nero, souffre lui aussi de malnutrition. Présentant une carence en protéines, le corps de Chimwemwe s'est gonflé d'œdème et a cessé de fonctionner, provoquant multiples diarrhées. Seule solution, l'alimenter à l'aide d'un lait faible en protéines et en lipides, selon le nouveau traitement mis en place par Action contre la faim au sein de l'hôpital de Mulanje. Grit, infirmière nutritionniste belge, s'occupe de tout le sud du Malawi. En fait, c'est un rôle différent de celui que j'ai eu jusqu'à présent. Ces jours-ci, je forme des gens pour qu'ils puissent diriger le programme par eux-mêmes dans quelques mois. C'est ce qui est bien dans ce projet, c'est de faire en quelque sorte du développement au Malawi. La situation ici est très triste. En ce moment, nous avons beaucoup d'enfants qui meurent, et la mort de chaque bébé est une chose vraiment dure à voir et à accepter.
J'envoie beaucoup de mails à mes amis en Belgique pour leur expliquer la situation ou leur raconter l'histoire de certaines de ces personnes. En fait, je le fais pour moi-même, pour me rendre compte de ce qui est en train de se passer. Et parfois, le dimanche, je prends ma voiture et je roule vers le sud, juste pour sortir de tout ça, pour parler avec d'autres personnes, pas seulement de ma propre organisation, parler d'autre chose que de soins et de traitements. Il y a des jours où vous ressentez le besoin d'en sortir parce que c'est dur. You were looking, he had edema, and that's finished, That's finished. How long was it at home that they had edema before she came in? 1 week, yeah, less than a week, yeah. And the diarrhea is finished. Okay, fine. What happened at home? Why does she think that he had edema? Was there food at home, or do they have food at home? Normally on this moment, if she starts today on phase 2, that she will start growing, and then after 10 days she will go home. Ok, c'è vino, mamma. Zikomo kwambiri. Je suis contente car mon enfant va mieux. Le traitement avec le lait enrichi fonctionne. À l'hôpital, ils nous ont montré comment se débrouiller avec des aliments courants. J'ai appris à faire le porridge pour le bébé en pilant des patates douces et en les mélangeant avec de la farine de maïs. C'est ce que j'ai appris de plus important. Dans le village de Nero, le thé occupe la plupart des terres fertiles. Il ne reste aux villageois que quelques petites surfaces à flanc de coteaux. Nero, son frère et son oncle y cultivent un peu de maïs, de manioc et de patates douces, insuffisantes pour les 15 bouches à nourrir. In the morning, President Muluzi received in audience a delegation of the Salvation Army Church. Dr. Bakiri Muluzi says government appreciates the role churches play in complementing its efforts in poverty alleviation programs. Salvation Army Church has been operating in the country since 1973. Since then, the church has been involved in many activities aimed at alleviating human suffering. The Lord Jesus said, if you see a man hungry, don't offer to pray with him and say, God bless you, and then just move on. Feed him. Show him that you love him. Show him that you care. Government alone cannot be able to do all those things. We need partners, religious organizations, non-government organizations, and other goodwill people to assist government in all these endeavors. And I'm very happy indeed that you are undertaking quite a number of programs, including feeding over 100,000 people. On Sunday, the 16th of February, Salvation Army will be delinked from the Zambia office, which was its mother body. For this process, the president donates 300,000 kwacha towards preparations of the event. Jolene Taba, TVM News, Blantyre. Le gouvernement du Malawi n'a pas mis en place ce qu'il avait prévu de faire. En fait, ce qu'il s'était engagé par écrit à faire, mener une politique de réduction de la pauvreté au Malawi. On les a encouragés, d'autres bailleurs les ont encouragés, mais les engagements n'ont pas été tenus. Alors, on a tous bloqué l'aide au budget de l'État. D'abord, le gouvernement dépense de manière excessive. Ensuite, sous couvert d'une politique de réduction de la pauvreté, il a affecté les ressources obtenues à des dépenses non prioritaires. Si vous dépensez plus que vous n'avez, vous créez de l'inflation. Vous poussez les taux d'intérêt vers le haut. Vous créez des pressions sur les taux de change. Pour développer le pays, il faut créer un climat favorable à l'investissement. Sans développement économique dans ce pays, vous serez toujours confronté au problème suivant: comment sortir de l'assistance humanitaire? Alors, ils sont obligés d'emprunter sur le marché intérieur en émettant des bons du Trésor. Dans ce pays, vous payez des taux d'intérêt d'au moins 40%, voire plus. C'est énorme. Aujourd'hui, le remboursement de la dette ponctionne une partie de plus en plus grande du budget de l'État. Le paiement des intérêts sur la dette interne absorbe une part disproportionnée du revenu du gouvernement.
Cela veut dire que si l'on continue comme cela, dans un délai de 18 mois, tout le revenu du gouvernement partira dans le remboursement de la dette interne. Et il ne restera plus rien pour le développement. À se demander si le projet de 300 000 pompes du ministre de l'Agriculture pourra voir le jour. Les voyages du président Moulouzi coûtent cher au pays, et surtout ses meetings politiques et ses convocations répétées du Parlement pour amender la Constitution en sa faveur. Les gens, je ne pense pas que la colère les gagne. Ils se sentent juste désemparés, impuissants, car ils savent que leur voix ne peut pas se faire entendre. Alors ils préfèrent se taire. Ils savent qu'on leur a retiré leur voix. Le parti dirigeant et l'opposition font beaucoup de meetings politiques, dépensent beaucoup d'argent en dessous de table, au lieu de penser à tous ceux qui sont ici dans les villages, qui meurent de faim, qui sont sans aide dans les hôpitaux, ceux qui n'ont pas de médicaments. Et dans les écoles comme celle-ci, il n'y a pas le matériel d'enseignement nécessaire. Ils mettent juste un instituteur ici, un écolier là, mais pas de matériel. Si seulement ils pouvaient prendre conscience de la situation, dépenser un peu moins pour eux et améliorer un peu plus notre vie. Je pense que le Malawi doit changer. Il est temps que les gens se lèvent et s'avancent pour dire « je veux participer ». Parce que les gens qui sont en place n'ont aucune vision. Ils n'ont pas d'idée. Et cela, il faut que ça change. Le monde d'aujourd'hui est affronté certainement à des crises sociales et politiques plus aiguës que d'habitude. Et l'Église a découvert et a redécouvert, parce qu'elle l'a toujours cru, l'Église a redécouvert que son action au point de vue politique et social était importante. Et l'intervention au point de vue social et politique est très importante. Ce qui fait que dans notre groupe de missionnaires ici, c'est une priorité de garder les yeux ouverts pour voir si la justice est respectée, si les pauvres sont aidés, si le petit peuple est vraiment la préoccupation du gouvernement. Les églises ont alerté le gouvernement et je pense très simplement que les églises ont forcé d'une certaine façon le gouvernement à déclarer l'état d'urgence. C'est après des interventions d'églises catholiques ou autres que le président du pays a décidé finalement de déclarer l'état d'urgence pour la famine. Alors, je pense que les missionnaires sont un peu les yeux et les oreilles du petit peuple pour dire, et la bouche aussi, pour dire au gouvernement, disons-nous, on est en train de crever. S'il y a un rôle des églises ou des groupes religieux aujourd'hui, c'est cette formation d'une conscience vraiment personnelle avec un sens de responsabilité sociale et politique. Et là, il y a du travail. Ferida est l'une de ces nombreuses personnes âgées de travailler au champ pour nourrir des orphelins. Angelina et son frère sont les enfants de ma sœur. Ma sœur est morte il y a 2 ans. Le père des enfants se plaignait de fièvre. Ils ont cru que c'était la malaria. Mais ça n'a pas duré longtemps. Il est mort très vite. Il est mort 5 mois avant sa femme, ma sœur. J'ai du mal à nourrir les enfants car je n'ai pas assez de nourriture. Je n'ai pas non plus de quoi les habiller. Alors je cherche du travail chez ceux qui ont besoin d'un coup de main en échange d'argent ou de nourriture. Angelina et son frère se débrouillent bien. Ils vont à l'école des sœurs tous les jours.
Je reçois un peu d'aide des sœurs de la mission. Angelina revient avec un sac de farine de 10 kilos une fois par mois. C'est la seule aide qu'on ait, rien d'autre, d'aucune autre personne. Les parents d'Angelina sont morts du sida, comme 70% des décès constatés dans les dispensaires et hôpitaux du pays. Mais au Malawi, le sujet est tabou. Aucune famille n'est prête à le révéler, de peur d'être mise à l'écart du village. En attendant, un adulte sur 5 est séropositif. Le virus HIV va bien évidemment changer la manière dont nous travaillerons dans le futur et la façon d'utiliser l'aide alimentaire. Je suis convaincue que le programme alimentaire mondial peut jouer un rôle et fournir plus de nutrition. Il faut maintenir les femmes en vie le temps qu'elles élèvent leurs enfants, qu'elles leur communiquent leur savoir traditionnel et qu'elles leur inculquent un minimum de valeurs. Parce que maintenant, avec 4 millions d'orphelins du sida, rien que dans ma sous-région, c'est tout l'avenir de ces pays qui est remis en question. Le Malawi seul compte 480 000 orphelins qu'il faut nourrir, habiller et éduquer. Et l'hécatombe ne fait que commencer, compliquant tous les programmes d'aide et de développement. L'espérance de vie est devenue au Malawi l'une des plus faibles du monde, tout juste 37 ans. D'ici à 5 ans, il faudra augmenter les effectifs de techniciens agricoles, d'instituteurs et de personnel de santé de 40% pour pouvoir remplacer ceux décédés du sida ou sur le point de disparaître. Mission qui va requérir des moyens considérables pour pouvoir sortir un jour le pays du sous-développement, de la pauvreté et de la famine.